Et boum, bonjour à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet extrêmement important et le sujet c'est les trois phases des marchés. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que je le dis, je ne le répéterai jamais assez, un bon trader c'est quand trader, un meilleur trader c'est quand ne pas trader. Et à partir du moment où on comprend ces trois phases, eh bien on comprend dans quelle phase on aime entrer et dans quelle phase on aime rester en dehors. Ces trois phases sont les suivantes. La première phase, c'est la phase d'accumulation. La deuxième phase, c'est la phase de public participation, en français participation publique. Et la troisième phase, c'est la phase de distribution. Maintenant, je vais expliquer ces trois phases et je vais montrer à travers cet écran que j'ai enregistré le 30 juillet pourquoi l'indicateur scanner nous permet justement de différencier ces différentes phases et de trouver les meilleures zones d'entrée et également les meilleures zones où il faut rester en dehors des marchés. Parce que c'est une question qui revient souvent. Je reçois des messages, les marchés sont intéressants maintenant, les marchés ne sont pas intéressants maintenant. Je préfère faire cette vidéo avec un peu de détails et j'espère que ça vous permettra d'ouvrir les yeux sur l'importance de comprendre dans quelle phase il faut entrer et dans quelle phase il faut laisser les marchés de côté. Alors la première phase, c'est la phase d'accumulation. Qu'est-ce que c'est? Elle arrive après une phase de distribution, elle arrive après une phase où il y a eu du profit taking, les positions des grands institutionnels sont fermées, ils doivent maintenant se repositionner. C'est pas du 100-0, c'est pas du noir et blanc, ils ont toujours des positions ouvertes, mais il peut y avoir un gros volume qui va se fermer à un certain moment. Ça arrive généralement dans des fins de période, par exemple les fins de mois. Ça arrive également les fins de semaine. On connaît le vendredi après-midi qui est connu pour être une zone de profit taking. Il y a les fins de mois, il y a les fins de quarter, qui sont les trimestres. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, les hedge funds, il y en a beaucoup qui ont des performances trimestrielles. Donc pour clôturer leurs performances, ils clôturent un gros de leur volume et enfin annuel. Donc je répète, il y a le profit taking à la fin de la semaine, il y a le mensuel, il y a le trimestriel et il y a le fin d'année. Le milieu d'année, c'est une période de vacances, c'est pas vraiment une période de profit taking, mais les volumes peuvent descendre à cause justement de la phase de vacances. Mais en quoi est-ce que ça c'est important? Eh bien, lorsque les volumes descendent de manière drastique, eh bien les marchés vont être plats parce qu'il n'y a pas une grande demande, il n'y a pas une grande supply and demand, il n'y a pas d'acheteurs ou de vendeurs, il n'y a pas de bulls ou de bears, donc le marché, il est en indécision. Et pour que le marché suive une tendance, il faut qu'il y ait un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ça paraît logique, ça paraît simple, mais pourtant, c'est pas assez pris en compte par les traders. Donc le marché est en phase d'accumulation, il y a une sorte d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, et par la suite, le marché fait des petites oscillations et un déséquilibre va se créer au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que automatiquement, ça peut pas rester à jamais. Il va y avoir plus d'acheteurs qui vont acheter à chaque montée, il va y avoir moins de vendeurs, par exemple, qui vont vendre ou qui vont fermer leur position parce qu'ils commencent à avoir un semblant de petite tendance haussière. Et donc ce déséquilibre va se créer, les premiers breakouts vont commencer à apparaître. Pour une tendance haussière, si les acheteurs continuent à forcer les breakouts. On peut voir ça également au niveau des chandelles, avec des engulfing, avec des nouvelles locks qui sont en train de se fermer, avec des premières résistances qui sont en train de taper des plus hauts, et par la suite des supports qui suivent également plus haut. À l'opposé, dans une tendance baissière, vous allez avoir des premiers breakouts baissiers, vous allez avoir des engulfing. Qu'est-ce que des engulfing? C'est un engouffrement, c'est une chandelle baissière qui va être plus grande que la chandelle précédente, ou plus grande que les deux ou les trois chandelles précédentes, et qui va reprendre toute la montée qui a été faite dans ces trois chandelles, qui va la perdre en une seule chandelle. Ça montre justement que les vendeurs sont en train de gagner de la force. Des breakouts baissiers, des supports qui descendent, des résistances qui suivent, qui descendent plus bas, et donc une tendance commence à se former. Au niveau de l'indicateur power, lorsqu'une tendance va commencer à se former, eh bien cette devise va commencer à avoir de la force. Premier avantage, lorsqu'on suit les marchés avec une paire de manière individuelle, on va commencer à avoir une paire qui commence à monter. Ah, il y a une tendance haussière, il commence à avoir d'autres opportunités. Encore une fois, dans le pouvoir de la corrélation, cette paire peut monter. Pourquoi? Parce que la devise de base peut se renforcer ou la devise de cotation, la devise cotée, peut s'affaiblir. Et je l'ai expliqué également, il peut y avoir de nombreux scénarios. Il peut y avoir une devise de base qui est plus forte que la devise cotée.
même si la devise cotée est un peu forte, je vais vous donner un exemple concret. Dollar, euro, dollar. Si l'euro dollar commence à monter, il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, et c'est une grave erreur des traders débutants, c'est de dire l'euro dollar monte, donc l'euro commence à se renforcer. Pas du tout. C'est possible. Et c'est la première des options. Mais c'est pas souvent celle-là. L'euro dollar peut monter parce que l'euro se renforce, mais peut-être que le dollar s'affaiblit. Et c'est ce qui fait monter l'euro dollar. Encore un autre scénario, après le premier qui est l'euro se renforce, le deuxième, le dollar s'affaiblit, le troisième, l'euro est plus fort que le dollar. Le dollar peut se renforcer, mais l'euro peut exploser de force. Et c'est ce qui fait que ça va pousser l'euro dollar à la hausse. Troisièmement, l'euro est faible, donc l'euro n'est même pas fort. L'euro il est faible, donc normalement l'euro dollar devrait descendre. Mais le dollar explose de faiblesse, ce qui fait que l'euro reste quand même plus fort que le dollar, même si lui est faible. J'espère que vous me comprenez, c'est super important et j'ai vraiment l'impression qu'on doit parfois se rappeler un petit peu des choses de base pour pouvoir progresser parce que on saute dans les analyses, on essaie de trouver des opportunités tous les jours et on en oublie les fondamentaux. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir l'indicateur Power? L'indicateur Power ne va pas vous montrer une devise simplement contre une autre, l'euro simplement contre le dollar. Il va analyser l'euro contre toutes les autres devises majeures. Il ne va pas faire seulement ça. On va avoir une analyse que de l'euro. Il va faire la même chose avec toutes les autres devises majeures. On a donc un Rubik's Cube en 3 dimensions où on va connaître toutes les devises par rapport à toutes les autres devises. Donc d'un coup ici, je sais que l'euro est plus fort que le dollar, le New Zealand est plus faible que le sterling, le yen, et tout ça je le vois en une seconde. Au lieu d'ouvrir tous les graphiques, j'ai directement la force et la faiblesse de chacune des devises. Maintenant, lorsque j'ai une devise qui sort du lot et qui commence à se renforcer contre toutes les autres devises, là on voit qu'on est clairement sorti pour cette devise seulement de la phase d'accumulation et qu'on est en train de rentrer dans une phase de public participation. S'il y a de nombreuses devises qui montrent des forces et des faiblesses, eh bien ça montre qu'elles sont plusieurs à entrer dans une phase de public participation. La public participation peut être en tendance haussière ou en baissière, donc l'opportunité est aussi bien à la force qu'à la faiblesse. Petit aparté, je veux faire une deuxième partie de cette vidéo parce que cette première partie, je vais montrer justement les 3 phases des marchés. La deuxième partie, j'aimerais parler d'autres instruments parce que c'était une question qui est revenue, qui revient de temps en temps. Que penses-tu de l'or? Que penses-tu du pétrole? Que penses-tu des cryptos? Que penses-tu des actions? Je décide consciemment de trader uniquement le Forex parce que avec les années, j'en ai appris que c'était les devises qui m'intéressaient le plus. Parfois un petit peu l'or, j'ai quand même toujours une affinité sur l'or et c'est tout. Les actions ne m'intéressent pas du tout, c'est pas que d'une manière générale elles ne sont pas intéressantes. Au niveau de trading, au niveau de la performance, ça ne m'intéresse pas. Je les ai tradées, ça continue de m'intéresser, de savoir ce qui se passe dans les marchés bien sûr, mais je n'ai aucun intérêt à les trader. Et les cryptos, je les ai également tradés, je les ai également testés, ce n'est pas par ignorance que je décide de les laisser de côté, bien au contraire, c'est en comparant la puissance du trading des devises contre les cryptos que je vais expliquer dans la deuxième vidéo. Donc, tous ceux qui sont intéressés, notamment avec ce qui est en train de se passer maintenant, on a un petit krach boursier qui a été initié par le Japon, il y a potentiellement des politiques monétaires qui vont se passer. Tout ce blabla fondamental, je suis sûr que vous allez trouver des centaines de vidéos lagging analysis qui vont vous expliquer comment l'eau a été chauffée. Ce n'est pas mon cas. L'objectif de l'analyse technique, c'est d'avoir une analyse leading. Une fois qu'on a eu un crack et qu'on reste bloqué sur les actions en attendant d'avoir des plus hauts, d'être super excité quand le Bitcoin, quand l'Ethereum touche des high watermarks et puis quand il baisse, tout le monde est silencieux. Moi, ça ne m'intéresse pas et c'est ce que je vais expliquer dans la deuxième vidéo. Donc, tenez-vous prêts. Je pense que ça va vous intéresser, notamment pour ceux qui encore sont en train de découvrir les marchés, qui hésitent entre rester sur les devises, mais qui ont un grand intérêt avec tout le noise, tout le bruit qui se fait sur les actions, les Nvidia, les Apple, les Microsoft, et d'un autre côté Bitcoin, Ethereum, avec d'autres cryptos que je ne connais même pas, mais une fois qu'on cherche un petit peu, il y a énormément d'informations, de vidéos qui parlent de centaines de cryptos, eh bien, j'y répondrai dans la deuxième vidéo.
Retournons à nos moutons. La phase de public participation, c'est une phase où il va y avoir de la participation de la participation additionnelle qui va renforcer celle qui est en force. Donc, on a une tendance haussière. On a une première lock qui se passe. Là, on voit que les supports sont en train de taper des plus hauts. Les résistances sont en train de taper des plus hauts. On a des locks, on a des tendances. On a le power qui est en train de monter. Bien sûr que tout le monde le voit. Donc, la majorité des traders institutionnels, des banques, préfèrent renforcer justement des positions qui sont gagnantes, qui vont dans le sens de la tendance, plutôt que d'essayer d'aller contre la tendance et d'arrêter le train avec ses mains. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de public participation. Et généralement, elle va se passer en plusieurs phases. Elle peut être elle-même divisée en plus petites phases. Au départ, on n'en est pas sûr. Et puis ensuite, on a une confirmation. Donc d'un coup, dans une tendance haussière, vous allez avoir une lock, vous allez avoir une grosse cassure. C'est ce qu'on voit à travers les 4 locks que montre l'indicateur, que montre le scanner. Et donc, on arrive à un moment où les marchés vont essayer de s'essouffler un peu. Pourquoi ? Ça va pas être vraiment dans les vendeurs. Au bout d'un moment, les acheteurs, ils ont pris de la tendance. On arrive à la fin de la semaine, ils vont décider peut-être de liquider leur position. Peut-être que les marchés sont vraiment en extension, donc on commence à douter. On se dit, bon, on a assez atteint nos objectifs. Bref, les volumes vont commencer peut-être à baisser un peu. Je vais vous donner juste l'exemple d'une tendance haussière, parce que d'une tendance baissière, c'est à l'opposé. Donc, je ne vais pas à chaque fois expliquer les deux tendances, c'est simplement l'opposé. Donc dans une tendance haussière, les acheteurs commencent un petit peu à s'essouffler. On voit quoi? On voit les résistances qui sont toujours en train de taper des plus hauts, mais ces plus hauts n'ont pas le même écart que dans le milieu de la tendance où vraiment ça explosait bien. Et ça, les vendeurs, ils le voient. Donc au bout d'un moment où vous allez avoir peut-être un double top, vous allez avoir des chandelles haussières qui vont commencer à marquer des plus grandes ombres. La lock candle, la chandelle lock, c'est une chandelle marubozu, c'est une chandelle pleine, il n'y a pas d'ombre. Les acheteurs prennent le contrôle. À la vente, c'est les vendeurs. Et donc, au bout d'un moment, on commence à avoir des ombres. On commence à avoir des chandelles plus petites. On commence à avoir de l'indécision. Donc, les vendeurs vont également commencer à rentrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de nombreuses analyses techniques, de nombreux ouvrages, de nombreux articles, tout ce que vous voulez, qui vont vous commencer à vous expliquer reversal, que ce sont des signaux de renversement. Pas du tout. Pas du tout, c'est une grave erreur. C'est qu'on va rentrer dans une phase de distribution. Eh bien, les gagnants, les acheteurs, vont se faire distribuer leurs profits, ils ont atteint leur take profit, ils ont atteint leur objectif. Dans une tendance haussière, si tous ceux qui ont acheté et les marchés sont montés, automatiquement ils sont en profit. À l'opposé, c'est jamais du 100%, il y a toujours des oscillations. Il y a toujours eu des traders qui étaient en vente. Et la lock, généralement, ce sont des volumes où les vendeurs vont essayer de vendre et ils vont se faire bloquer, ils vont se faire loquer par une chandelle qui d'un coup des prix qui vont monter très fort et rapidement, qui vont les bloquer et ces prix ne vont jamais être touchés. Donc ces vendeurs sont bloqués. Une deuxième fois avec une deuxième lock, une troisième fois avec une troisième lock, une quatrième fois. Au bout d'un moment, ces vendeurs, autant que les acheteurs ferment leurs profits, les vendeurs vont également fermer leurs pertes. Ils ont deux moyens de fermer leurs pertes, soit des stop loss, ils avaient des objectifs également de perte, ou soit des stop outs. Leur marge a été touchée, leur marge a été stoppée, et donc ils ont une perte totale. On va rentrer donc dans cette phase d'accumulation. Si le volume des vendeurs d'un coup baisse à cause des stop loss et des stop outs, le volume des acheteurs d'un coup baisse à cause des take profits, des fermetures de position, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse baisse du volume. Donc les marchés vont rentrer, encore une fois, dans une phase plate ou sideways. Eh bien, la phase d'accumulation et la phase de distribution sont deux phases où il ne faut pas rentrer dans les marchés. Parce qu'il n'y a aucune analyse technique, aucune analyse de ce que vous voulez qui peut prédire les marchés quand il n'y a aucune influence sur les marchés. Ça n'a aucun sens. Si vous sortez et que vous regardez le ciel et qu'il y a un soleil bien brillant, il n'y a aucun nuage, on peut peut-être essayer de prédire qu'il va faire beau. Si maintenant on sort et qu'il y a des gros nuages bien sombres, qu'on ne voit même pas le soleil, commence à avoir peut-être des petits éclairs, on n'a pas besoin de voir la météo, on peut peut-être prédire qu'il va pleuvoir. Mais si on s'enferme chez soi et qu'on baisse les rideaux, qu'est-ce qu'on peut prédire? Rien du tout, parce qu'on n'a même pas accès à l'information. Eh bien, c'est la même chose sur les marchés. Lorsqu'on a des locks, on a des supports, des résistances qui montent, on a des figures
de chandeliers japonais. On a beaucoup de choses, des corrélations qui nous montrent qu'une devise est en force, qui nous montrent qu'une devise est en faiblesse. On peut en déduire potentiellement qu'elle va continuer. Autant que lorsqu'on sort et qu'on voit qu'il y a un énorme soleil et que le ciel est bleu, on va pas se dire il va y avoir un gros orage. Autant que si on voit des gros nuages qui sont en train de se former, des éclairs, on va pas se dire ok, il va faire super beau. Eh bien c'est ça l'analyse qu'on fait. On la fait par rapport à des paramètres. Par contre, quand le marché est en phase d'accumulation, quand les marchés a terminé sa public participation, est en phase de distribution, bien là, on doit attendre. Et c'est là où de nombreux traders vont commencer à voir des signes, des petits supports, des petites résistances. Ah là, il y a peut-être une lock, est-ce que je dois continuer? Alors qu'en fait, la plus grande force que vous devez avoir, c'est la force de laisser les marchés respirer. Cette phase de distribution, pourquoi est-ce que c'est pas une phase d'accumulation? Parce que c'est différent. Cette phase de distribution, elle ne marque pas la fin de la tendance, elle marque une pause. Et puis ensuite, la tendance peut se continuer, parce que tu as déjà des acheteurs qui vont continuer de renforcer, il y a des vendeurs qui vont continuer encore de fermer, et donc la tendance va se continuer après cette pause. Ou les vendeurs vont vraiment renforcer, là on va avoir un petit retracement qui va potentiellement se transformer en renversement, et là on va rentrer dans une nouvelle phase d'accumulation qui peut se transformer en une phase justement de public participation, cette fois à la baisse. Mais jusqu'à qu'on ait ces signes concrets de tendance, de support, de tout ce que je viens de dire, eh bien on doit rester de côté. Mais si vous regardez les temps d'accumulation, les temps de public participation et le temps de distribution, parfois, ils représentent un tiers chacun. Parfois, la tendance est très longue et la phase de distribution va représenter à elle-même, la phase de public participation va représenter en elle-même 50% du temps de trading. On va dire par exemple sur un mois peut-être, la tendance va durer plus de 15 jours, mais parfois pas du tout. Parfois, dans une semaine, on va avoir beaucoup de phases sideways d'accumulation. On va avoir beaucoup de phases très choppy, de haut, de bas, d'incertitude, de manque de déséquilibre, justement, qui fait la tendance. Et ce qui fait la tendance dans la phase de distribution. Et parfois, c'est l'opposé. Parfois, ces deux phases-là, elles vont représenter 2/3, 3/4 du mois. Et on va avoir une bonne petite tendance qui va se passer au milieu du mois, par exemple, pendant 3-4 jours. Et là, on va avoir une énorme opportunité. Eh bien, il faut laisser les émotions de côté. Et c'est pas parce qu'on a eu 3-4 jours, ah, la semaine prochaine, j'ai hâte de... Non, la semaine prochaine, on n'en sait rien du tout. On regarde ce qui se passe et si les indicateurs nous montrent qu'il y a une opportunité, on considère. Sinon, on patiente. Je vais ouvrir maintenant la vidéo pour voir ce que je faisais. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque j'ai enregistré, on a ici les indicateurs, le matrix qui touche le zéro. Ils étaient en faiblesse, en force. Il touche le zéro. Regardez maintenant le CAD, lui par contre, il était resté proche de zéro. Regardons le franc suisse, comme vous voyez, il est en force. Maintenant, il retape le zéro. On regarde maintenant l'euro. L'euro, lui, il est bloqué à zéro. On va regarder le sterling. Le sterling, il vient d'une faiblesse. Comme vous pouvez le voir, tous en même temps, ils sont tous en train de perdre leur faiblesse ou perdre leur force et d'arriver sur la médiane. Eh bien, c'est ça qui nous montre que lorsqu'ils viennent d'une zone forte ou d'une zone faible et qu'ils viennent rester bloqués, regardez-moi ce New Zealand, eh bien c'est qu'on a terminé notre phase de public participation et qu'on va rentrer dans une phase de distribution où on doit faire une pause. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que j'ai décidé. J'ai fait un petit tour de quoi? Je fais un petit tour de l'australienne. Voilà ce qu'on voit. On voit une très très bonne tendance baissière. Regardez les résistances qui ne marquent plus de plus bas. On a des résistances qui sont égales. Les supports par contre qui sont en train de monter. Donc même chose pour la UDCHF, on avait une très forte tendance baissière, mais là on voit les supports qui montent. AUD Yen, même chose, les supports qui sont en train de monter. L'AUD New Zealand, il était complètement choppy, on le laisse de côté. L'Australian Dollar, regardez comment il se colle les résistances et les supports qui montent. On est en train de rentrer dans un range qui est très clair. L'euro AUD qui fait son retracement en même temps. Donc c'est important, on voit toute cette corrélation-là, on la voit en une seconde grâce à l'indicateur Power. Mais visuellement, on est capable d'ouvrir toutes les paires et de confirmer ça. Et c'est vraiment ce qui est important. On va regarder le dollar. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur le dollar? L'AUD, on l'a vu, on avait une tendance baissière. L'euro-dollar, qu'est-ce qu'on a? On avait une tendance baissière, maintenant elle se retrace. Regardez les résistances, elles montent et elles sont plates. Le sterling dollar, voilà, ça monte, ça descend dans tous les sens. Le New Zealand dollar, ça se rapproche, les supports montent. Le dollar CAD, c'est le seul qui continue, mais regardez les résistances, elles sont un peu proches, mais il continue un peu. Le dollar suisse, gros retracement. Et le dollar yen, également, gros retracement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que
Prenez le temps d'apprendre à ne pas trader. C'est vraiment le message de cette vidéo. Apprenez à ne pas trader. Ça paraît contre-productif, mais parfois c'est la meilleure manière de progresser. Vous commencez à avoir des bons signaux, vous commencez à apprendre un petit peu, et vous allez faire l'erreur d'overtrader, de toujours trouver des opportunités tous les jours. Vous avez un dollar à 7, ah, il y a une opportunité. Vous avez un euro à -6, ah, il y a une opportunité. Non, c'est pas aussi simple. Pourquoi est-ce qu'on doit suivre les marchés? Parce que si l'euro nous avait déjà donné de très bonnes opportunités à 3, à 4, à 5, il nous a donné des locks, bien à 7, on a déjà vu que toute la semaine dernière, les 4-5 derniers jours, on a eu déjà de nombreuses opportunités. Si on les a prises, parfait. Si on les a pas prises, on ne doit pas avoir de frustration de dire c'est pas grave, je vais quand même rentrer. Non, parce qu'on a vu déjà, on peut pas avoir des locks de manière indéfinitive. Au bout d'un moment, les marchés doivent respirer. Autant ils doivent respirer avec un petit retracement qu'on a envie d'éviter, autant ils peuvent respirer avec un reversal. Et c'est pour cette raison qu'il est important de suivre l'évolution. On l'a même mis sur l'indicateur matrix, mais ce n'est pas suffisant. Il faut suivre les marchés de manière régulière. On ne peut pas laisser les marchés revenir après 15 jours et dire j'ai un sterling à +6, je prends. Non, il faut comprendre un petit peu ce qui s'était passé avant. Si le sterling nous avait donné de nombreuses opportunités auparavant, alors on va le laisser respirer. S'il nous a donné aucune opportunité et que d'un coup il se renforce et qu'il passe de 1 où on l'avait même pas considéré à 5 et puis à 6 et que là tout se forme, bien sûr qu'on a une opportunité. Parce que c'est la première, parce que c'est la deuxième. Mais si il est resté en force, bien sûr qu'il y a d'autres devises qui vont se renforcer. Bien sûr que le sterling va devoir respirer. Et donc c'est vraiment ce message que je répète, apprenez également à ne pas trader pour devenir de meilleurs traders. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la deuxième partie, je vais élargir un petit peu le sujet en parlant un petit peu de l'actualité de ce qui est en train de se passer avec ce petit krach boursier. Et je vais parler également des cryptos qui sont également affectés par ce mouvement-là. Et je vous souhaite un bon trading à tous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.